Ligne droite. La table ronde, Marie Falicon. La semaine dernière, nous recevions dans une table ronde Pierre Martinet, ancien agent du service Action de la DGSE, et Benjamin Blanchard, directeur de SOS Chrétiens d'Orient, pour parler de la question du rapatriement des enfants de djihadistes. La question que l'on se posait a été la suivante: quel sort pour ces 300 enfants déjà rapatriés de Syrie et cette centaine toujours détenus dans les camps kurdes en Syrie? Quelle place dans la société pour ces grenades dégoupillées, ces bombes à retardement, pour reprendre les mots de l'ancien procureur antiterroriste en 2018. Et nos deux invités se sont accordés à dire que nous parlions d'une conséquence d'un sujet bien plus grand, celui de l'absence de lutte contre l'islam radical et plus précisément contre l'idéologie frériste. C'est donc ce que je vous propose ce matin, s'attaquer aux racines du mal et parler de ce grand défi de la lutte contre l'islamisme et notamment contre les réseaux des frères musulmans. Et nous sommes pour cela avec un expert de la question. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Razavi, vous êtes grand reporter, vous avez couvert plusieurs conflits au Moyen-Orient pour différents médias, Le Figaro, Paris Match, Spectacle du Monde ou encore Arte et M6 pour ne citer que. Vous êtes l'auteur de nombreux documentaires, notamment Ben Laden, Les ratés d'une traque, mais aussi d'ouvrages parmi lesquels La face cachée des mollahs, une enquête exclusive sur la République islamique d'Iran, c'est paru en 2024 aux éditions du Cerf, mais aussi grand reporter au cœur des conflits, pour ne citer que ses ouvrages. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Nous allons parler donc des racines du mal en nous attaquant à ce grand sujet qui est le frérisme et sa gangrène en France et en Europe. D'abord, Emmanuel Razavi, vous avez été auditionné en décembre 2019 par une commission parlementaire portée par le Sénat et intitulée Radicalisation islamiste, faire face et lutter ensemble. C'était il y a 5 ans et rien ne semble vraiment avoir évolué. Quel était votre constat à l'époque et est-ce qu'il s'est aggravé ? Alors, à l'époque, si vous voulez, cette commission, elle a été organisée par des sénateurs et notamment une sénatrice à laquelle je rends toujours hommage, qui est Jacqueline Eustache-Brinio, qui est sénatrice du groupe LR, qui en conscience est une élue de terrain, si vous voulez, s'est adressée à des journalistes, des chercheurs qui travaillaient sur l'infiltration islamiste et notamment frériste, puisqu'on parle des frères musulmans en France, pour essayer, si vous voulez, à la fois, de comprendre le fond du problème et puis de sensibiliser, je crois, aussi le gouvernement à ça. Le constat que on a pu faire à l'issue, si vous voulez, de cette, de cette commission, je trouve, qui a été bien menée par Jacqueline Eustache-Brinio. Encore une fois, il faut lui rendre hommage. Mais c'est que le gouvernement, si vous voulez, est autiste, en fait, sur ces questions-là aujourd'hui, parce que qu'il s'agisse, si vous voulez, de pays. Vous parlez de l'Iran et de mon livre La face cachée des mollahs. Il y a sans arrêt le chantage au terrorisme, si vous voulez. Et c'est pas moi qui le dis, hein. D'ailleurs, ce sont des gens du renseignement que j'interviewe dans mon livre qui me le racontent, qui me disent qu'il y a une peur panique chez les politiques du terrorisme, de la diplomatie de la terreur exercée par des pays comme l'Iran, donc prise d'otages évidemment, des bombes, des assassinats ciblés, etc. Il y a aussi la diplomatie des contrats, avec des pays comme le Qatar, évidemment. Il y a un entrisme, si vous voulez, aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un entrisme parfois coordonné, de plusieurs pays comme l'Iran, la Turquie, le Qatar, qui sont des pays qui ont des rapports extrêmement complexes, des rapports difficiles, mais dont les services secrets se coordonnent parfois sur des opérations qui visent en fait l'Europe. Et si vous voulez, il y a... Alors, c'est très, peut-être subjectif ce que je dis, hein. Je parle de ce que je constate, c'est que les politiques, pas tous, parce qu'il y a des gens tout à fait honorables, encore une fois, mais très souvent, on a quand même le sentiment que il y a une forme de, d'incrédulité par rapport à ce que l'on raconte, que leur, conscient ou subconscient les empêche d'imaginer que nous pouvons être une cible des islamistes. Pourtant, la France a été touchée quand même ces 45 dernières années par de nombreux attentats terroristes et tentatives aussi en fait d'attentats. Et ça rejoint ce que disaient les 2 personnes que vous avez interviewées la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de refus finalement de s'attaquer de façon extrêmement sérieuse à la racine du mal qui est l'islamisme, quelle que soit sa forme. Parce que ça peut être un islamisme, si vous voulez, qui vient du Qatar, de la Turquie,
ou bien aussi de l'Iran, hein, parce qu'il y a aujourd'hui des relais de l'Iran partout en Europe. Et j'allais justement vous demander quelle est cette typologie des islamistes qui agissent en France, parce qu'on parle des frères musulmans, mais aussi des salafistes, des djihadistes de l'État islamique qui alors agissent évidemment de façon ouverte, en l'occurrence, mais aussi de façon plus sournoise. On peut penser aux Turcs du Miligo russe. Quels sont donc ces différents types d'islamistes qui agissent sur le territoire français, et surtout quels sont les domaines qu'ils se réservent les uns les autres? Alors, il y a plusieurs groupes, comme vous l'avez dit, et puis plusieurs groupes qui peuvent être rattachés d'ailleurs à différents États et aux différents services de renseignement parfois de ces États. Vous avez cité à l'instant le Miligo russe, qui est, comment dire, turc, qui est un peu une organisation qui est un peu la cousine germaine, si je puis dire, des frères musulmans, et qui aujourd'hui fait clairement de l'infiltration dans notre pays via son réseau de mosquées, évidemment. Vous avez parlé en fait comment dire, des frères musulmans. Les frères musulmans, on retrouve en général le Qatar, mais aussi encore une fois la Turquie derrière. Il y a des très grands rassemblements de frères musulmans qui ont lieu chaque année en fait en Turquie, avec toutes les figures importantes de l'organisation, si vous voulez, islamiste. Mais des gens d'ailleurs qu'on peut trouver parfois en France dans certains centres, comment dire, éducatifs musulmans. Et puis vous avez encore, alors je ne vais pas vous les citer tous, mais ce sont des exemples. Vous avez encore les cellules en fait, des cellules chiites. Il en existe en France, qui sont à la botte en fait en général de l'Iran, très souvent via le Hezbollah libanais dans la région parisienne, dans le nord de la France. On va trouver en fait des associations qui sont plutôt liées, comment dire, soit au Hezbollah libanais, soit parfois d'ailleurs à l'Irak, mais qui au final ont comme commanditaire, si vous voulez, premier la République islamique d'Iran. Et donc, la France a laissé depuis 40 ans s'installer en fait tout ça. Et encore là, je vous en cite que quelques-uns parce qu'en réalité, il y en a plus que ça. Le danger, c'est que ces gens-là sont devenus les interlocuteurs de nos services. Alors, c'est le journaliste qui parle. Moi, je vous raconte de ce que j'ai constaté. C'est pas ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai constaté. On a des pouvoirs publics qui sont devenus les interlocuteurs en fait de ces islamistes, quoi, et qui ont considéré qu'ils représentaient, si vous voulez, un islam tout à fait fréquentable. Donc même nos services finalement n'ont pas conscience du danger qu'ils représentent. Alors ça, je crois pas. Je crois que les services de renseignement français, d'après ce que j'en ai vu, moi je suis pas un spécialiste des services de renseignement, mais évidemment, quand on travaille sur ces sujets-là, inévitablement, on en vient à interviewer ou à s'intéresser à ce qu'ils font. Alors moi, de ce que j'ai constaté, je pense qu'au contraire, on a des services qui sont exceptionnels en France, qui sont extrêmement informés. Je pense qu'en général, il y a très peu de choses qui les surprennent parce qu'ils ont justement tissé, si vous voulez, un maillage en termes de renseignement, alors qui a été un peu abîmé ces dernières années parce que le renseignement territorial n'a peut-être plus autant, je dirais, de moyens qu'il en avait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont informés, qu'ils en informent les politiques. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce sont plutôt les politiques en général, si vous voulez, qui veulent pas y croire et qui parfois, alors ça concerne les mouvements politiques plutôt de gauche, qui parfois considèrent que électoralement, c'est pas terrible d'aller s'attaquer aux islamistes parce que ils font pas bien la différence entre leur électorat musulman et ces islamistes-là. Enfin, voilà. Donc il y a une espèce d'électoralisme mêlé à une, comment dire, à une méconnaissance assez crasse, si vous voulez, du tissu sociologique, comment dire, religieux issu de l'Orient en fait en France, qui fait qu'il y a tout ça. Mais j'ai écrit moi sur la compromission de certains maires en France avec les frères musulmans, comme d'autres journalistes. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de littérature depuis 30 ans en France sur le sujet. Il vous aura pas échappé que strictement rien n'a changé. On reviendra évidemment durant cet entretien sur la complaisance, sinon la méconnaissance en tout cas, de certaines formations politiques évidemment avec cet islam plus que radical. Pour prendre l'exemple donc des frères musulmans, alors en France, quels sont leurs champs d'action, leurs projets derrière, puisque l'islam radical frappe le pays, ce n'est pas nouveau, mais pourtant là, on parle d'une action peut-être plus sournoise, plus cachée. Alors, les champs d'action, ils sont divers. Il faut comprendre que l'organisation des frères musulmans, qui à l'origine est égyptienne, si vous voulez, elle s'est répandue aujourd'hui elle existe dans près de 80 pays. D'après, d'ailleurs, c'est leur vice-guide, moi, que j'avais interviewé il y a quelques années, le vice-guide de la confrérie, qui m'avait dit ça. Si vous voulez, ces dernières années, en tout cas depuis les années 2000, leur champ d'action a surtout été l'infiltration, l'entrisme dans les milieux associatifs, dans les universités, dans les milieux sportifs aussi, beaucoup. Mais aussi, j'ai beaucoup enquêté en Espagne. Vous voyez, dans des pays comme l'Espagne, par exemple, ils ont ciblé très clairement des banques ou des banques d'investissement. En fait, on a très souvent l'image de l'islamiste, vous savez, barbu avec la Kalachnikov.
Les frères musulmans, c'est absolument pas ça. Surtout pas aujourd'hui. Ça a beaucoup muté. Moi, dans les jeunes activistes frères musulmans que j'ai pu rencontrer dans différents pays, très souvent, c'était des jeunes qui portaient pas la barbe déjà, qui étaient en jean, basket, t-shirt ou polo, Lacoste ou Ralph Lauren. On est très loin des clichés. C'est des gens qui ont fait des études supérieures. C'est des gens dont vous ne pouvez pas forcément soupçonner que ce sont des éléments en fait radicaux. Ils Mais sont alors, intellectuels. là, est-ce que c'est volontairement qu'ils vont s'habiller comme ça, comme une technique de taquilla, ou bien tout simplement ils en sont loin dans les origines? Ils sont pas forcément ici, comme vous le dites, du Maghreb, etc. Ils n'ont pas forcément les codes d'une civilisation orientale et ils sont bien français. Alors, si vous voulez, ce que beaucoup de chercheurs ont manqué, en fait, je pense, de voir, c'est que ces dernières années, notamment depuis une dizaine d'années, il y a eu une rupture générationnelle chez les frères musulmans. Alors, c'est vrai dans les pays, si vous voulez, du Proche ou du Moyen-Orient, mais c'est vrai aussi en Europe. Et c'est-à-dire que ces jeunes, ben, ils ont envie de s'habiller comme des jeunes. Moi, ça m'avait beaucoup Mm. frappé lorsque je couvrais, comment dire, le printemps du Nil en Égypte, hein, quand il y avait les printemps arabes en 2011. Mm. J'avais été autorisé, puisque je faisais un documentaire sur les frères musulmans, j'avais été autorisé à aller dans le quartier général, dans lequel, en fait, des jeunes activistes des frères musulmans agitaient via les réseaux sociaux, si vous voulez, les manifestants, etc. Et c'est assez intéressant, quand on est rentré là, les filles étaient toutes voilées, mais les garçons étaient habillés comme je vous le dis là, hein, Mm. c'est-à-dire de Ralph Lauren ou voilà, en polo Lacoste. Ça marquait une rupture générationnelle, de même que les frères musulmans sont évidemment pour la charia, mais ils sont, contrairement aux salafistes, tout à fait d'accord pour, comment dire, utiliser d'une certaine manière le progrès technologique. Mm. Donc, ce qui, en général, ils sont très bons en fait en informatique, mais de toute façon, je pense qu'ils sont très bons dans tout parce que leurs disciples en général font des études. En France, de toute façon, vous voyez très souvent, ils sont juristes de formation, Mm. quand c'est pas, comment dire, avocat ou médecin ou enseignants. Depuis 30 ans, les facs de sciences ont eu un certain nombre d'étudiants qui étaient liés à la confrérie. Donc, si vous voulez, il y a quand même une réalité, c'est que ils essayent de s'intégrer à la société d'une certaine manière, j'insiste là-dessus, Mm. pour amener la société ensuite à s'intégrer complètement Mm. à eux. À leur Et projet. ouais, à leur projet, et vous avez raison d'ailleurs, c'est un vrai projet. Et je pense que c'est ce qui est très perturbant très souvent pour un politique qui n'a pas forcément déjà une très bonne connaissance Mm. de l'histoire de France, comprendre, ou de la sociologie française, comprendre ce qu'est l'histoire en fait de ces mouvements islamistes ou leur sociologie, c'est extrêmement complexe. Après, il faut pas être dupe, il y a une chose qu'il faut dire pour vos auditeurs, c'est qu'il y a une réelle complaisance des mouvements de la gauche, de façon Mm. claire, depuis les années 80. Et de l'extrême gauche, si vous voulez, aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de convergence en fait des luttes, Mm. alors qu'il y a un peu soft quand il s'agit, si vous voulez, de cette gauche socialiste, mais qui est par contre beaucoup plus extrême. Je crois que vous le voyez avec Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années, qui est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des théories qui, alors pour être très précis, il y a une théorie, notamment chez les islamistes, issue du frérisme, qui prône le rassemblement avec les mouvements d'extrême gauche, considérant que islamistes comme extrême gauche sont contre le capitalisme, contre les juifs et contre ce qu'ils appellent l'impérialisme et la colonisation. Donc, partant de ces constats, si vous voulez, il y a une espèce de convergence des luttes qui s'opère, qui date pas d'aujourd'hui, elle est très ancienne, elle a été théorisée à la fin des années 20, au moment où l'organisation des frères musulmans Mm. commençait à émerger. Un membre du Parti communiste iranien qui s'appelait Soltan Zadeh, qui était le représentant du Parti communiste iranien au Comintern, en URSS, a théorisé ça en disant, voilà, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc faisons en fait en gros la révolution contre l'impérialisme tous ensemble. Ça a émergé avec la révolution en fait iranienne, puisque vous savez que les islamistes, pour faire cette révolution, Khomeini s'est allié avec les communistes, voilà, qu'il a fait massacrer ensuite une fois qu'il a pris le pouvoir. Dans les années 90, vous avez un journaliste communiste qui est britannique, Chris Herman, qui a rethéorisé, qui a repris les théories de Soltanzadeh et qui a écrit un livre qui s'appelle Le prophète et le prolétariat, Mm. qui a expliqué que comme il n'y avait plus de monde ouvrier en clair en Angleterre, il fallait aujourd'hui le nouveau prolétariat, il fallait considérer que c'était les musulmans, mais au sens large. C'est le Même si think c'était tank Terra Nova, par exemple. C'est le même. mais, enfin, écoutez, oui, alors moi, c'est les think tanks comme Terra Nova qui, encore une fois, on est en démocratie et doivent sans doute exister. Euh, pour avoir croisé certains de ces cadres, comment dire, il y a quelques années, enfin, ce sont des gens qui ont fait preuve d'une naïveté que je Mm. qualifie de coupable, quoi, parce que tous ces gens-là aujourd'hui sont quand même responsables de ce que nous sommes en train de vivre en France, Mm. bien sûr, pas qu'en France. Ce qui est en train de se passer.
qui est portée aujourd'hui par les frères musulmans, ce qui est porté par des pays comme la République islamique d'Iran, c'est une guerre qui est civilisationnelle. C'est pas l'Occident qui l'a déclarée, ce sont eux. C'est près. C'est presque risible parce que d'un côté on a l'extrême gauche, en tout cas je prends l'exemple de la France, l'extrême gauche qui va avoir besoin de cet électorat-là pour gagner, pour vaincre dans les scrutins, et d'un autre côté on a vous parlez de cette théorie du rassemblement qui date d'un siècle déjà, vieille d'un siècle déjà, pour eux justement prendre le pouvoir par derrière. On comprend bien qu'il y a des marionnettes dans l'histoire, et là on se pose vraiment la question, une fois qu'on a compris que le climat a été entretenu par l'extrême gauche mais à ses dépens, est-ce que la fermeté doit aussi se faire face à ces formations politiques qui jouent finalement avec le feu? Mais qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, vous savez, je ne suis que journaliste. Vous vous rappelez que j'étais reporter, je ne suis pas législateur. Je pense que les gens qui font mon métier, leur rôle, c'est d'apporter l'information. Après, c'est aux législateurs, si vous voulez, d'en prendre, je dirais, conscience, d'en prendre acte et d'agir. En tout cas, on peut s'interroger. Moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, très clairement, hein, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, hein, ça fait plusieurs années, on peut s'interroger sur les liens, si vous voulez, parfois entre certaines organisations politiques, mais pas qu'en France, en Europe, et souvent à l'extrême gauche. Regardez Podemos, vous avez entendu parler de Podemos en Espagne, qui est ce mouvement d'extrême gauche. Son leader, Iglesias, était lié à la République islamique d'Iran. C'est des gens qui ont touché de l'argent. Donc il y a des financements opaques également. Ils prenaient la révolution d'un côté, de l'autre côté, se faisaient construire une belle maison avec piscine, etc., avec des deniers, honteusement gagnés. Donc, si vous voulez, ça aujourd'hui, pour le coup, les services de renseignement, en fait, le savent, il y a des affaires qui se font. Mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire qui n'a pas été fait et qui, pour le moment, me semble-t-il, n'est pas fait. Il y a quelques journalistes comme moi qui alertent, quelques chercheurs comme Florence Bergeau-Blaclair, qui, avec courage d'ailleurs, je trouve, alertent sur le sujet. Mais concrètement, je ne vois pas tellement ce qui a changé. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet, que je fais des enquêtes dans tout le Proche, le Moyen-Orient, en Asie centrale. Je suis allé en Irak, en Afghanistan, enfin je ne sais pas dans combien de pays. J'ai beaucoup enquêté en Europe, mais rien ne change. C'est-à-dire quand on sort un livre, tout le monde s'en émeut, à raison, à l'exception, je crois, quand même, d'une partie du personnel politique ces dernières années, ou parfois qui ont dit oui, on va agir et qui n'ont pas agi. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur cette guerre civilisationnelle, c'est le mot que vous avez employé. Je voulais justement, alors peut-être inverser le point de vue, une question. Pourquoi est-ce que les islamistes voudraient conduire notre pays à la guerre civile? Clairement, quel serait l'intérêt du chaos et quelle est donc leur stratégie derrière la stratégie que vous pointez là-dessus de la guerre civile? Écoutez, je l'explique quasiment dès la première page de mon livre, La face cachée des mollahs. Je reprends un texte de l'ayatollah Khomeini dans les années 70 qui explique qu'une fois que la République islamique sera née, d'accord, à ce moment-là, il faudra porter le djihad, d'accord, dans les pays étrangers, y compris en fait en Occident. C'est intéressant. J'encourage vos auditeurs à relire, s'ils les trouvent, les textes de l'ayatollah Khomeini. Et j'invite aussi nos auditeurs à se procurer votre ouvrage. Merci beaucoup. Et en fait, c'est très intéressant parce que il dit tout. Et quand on sait que l'Iran finance énormément de groupes terroristes, une chose que ne savent pas vos auditeurs probablement, c'est les liens entre la République islamique d'Iran et Al-Qaïda. Depuis plusieurs mois, vous avez des djihadistes d'Al-Qaïda qui sont entraînés par la force Al-Quds iranienne. La force Al-Quds, c'est l'unité d'élite qui est en charge des opérations extérieures du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. D'accord? Ils entraînent Al-Qaïda. Ils n'entraînent pas à jouer au ping-pong, je vous rassure. C'est bien à porter le djihad quelque part. En même temps, l'Iran finance le Hamas. Vous a pas échappé, qui a commis un pogrom l'an passé, il y a presque un an de cela en Israël. Donc, si vous voulez, vous avez des États aujourd'hui qui portent ça au nom en fait d'une idéologie. Ça existe, voilà, qui est une idéologie mortifère, qui est celle en fait du djihad, tout simplement. En tout cas, en ce qui concerne certains pays comme l'Iran. Je pense, moi j'ai été en poste aussi au Qatar, c'est un pays que je connais bien. Alors tous les Qataris évidemment ne sont pas islamistes, mais en revanche, vous avez un foyer quand même islamiste aussi au Qatar, lié aux frères musulmans, et qui est à peu près sur cette ligne-là. Alors parfois avec des États qui préfèrent financer les groupes djihadistes pour qu'ils aillent semer la panique et la terreur ailleurs que chez eux, et qui les laissent en paix. Alors c'est aussi un peu ça que fait le Qatar d'ailleurs.
en essayant d'être copain en même temps. On connaît la diplomatie qatari avec tout le monde. Et c'est ce que j'allais dire, justement. Il y a ce paradoxe, finalement. Vous rappeliez tout à l'heure à nos auditeurs les origines égyptiennes des frères musulmans dans les années 30, mais leur cœur nucléaire, on le sait aujourd'hui, a basculé au Qatar, puis s'est déversé sur le territoire européen. Concrètement, quel est le jeu du Qatar là-dedans, puisque c'est quand même nos alliés, mais ils sont les complices, évidemment, on le comprend bien, de l'expansion de cette idéologie en Europe. Le Qatar, si vous voulez, est un pays qui est tout petit, qui est minuscule et très riche. Et il a très rapidement, en tout cas, vous savez que c'est un pays qui s'est créé en termes d'État en 1971, donc c'est très récent. Et ses dirigeants ont compris que pour, comment dire, exister dans un Moyen-Orient pour le moins instable, il fallait avoir des alliés, et des alliés partout. Et donc, il a voulu se positionner un petit peu, comment dire, ça fait penser toujours un peu au Portugal en 1942, vous savez, qui accueillait d'un côté les espions britanniques et les espions, en fait, du régime nazi. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de devenir une place où tout pouvait se parler, mais tout en finançant, en investissant en Occident, puis en finançant, comment dire, des mouvements qui sont des mouvements islamistes. Alors, sachant que très souvent, c'est pas l'État qatari qui fait ça, ce sont des grandes familles proches, comment dire, des dirigeants. C'est toujours quand même très habile, si vous voulez. Mais c'est très difficile de saisir en fait ce qu'est le Qatar, parce que d'un côté, vous l'avez rappelé, il est supposé être notre allié dans la lutte contre le terrorisme, et dans le même temps, il finance en fait comment dire, les frères musulmans. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a été expliquée là-bas, c'est que par les Qataris, c'est qu'ils considèrent que les frères musulmans, il faut comprendre que le Qatar, ça vient du wahhabisme, la religion, les frères musulmans leur apparaissent comme les tenants d'une modernité au Moyen-Orient. Donc, ils ont voulu investir aussi sur eux, considérant qu'ils incarnaient un islam, je dirais, plus compatible ou davantage compatible avec la modernité. Alors, c'est sûr que quand on est français ou britannique, on a difficilement le même point de vue. Alors, on a compris que ce double jeu des alliances posait un véritable problème, notamment avec le Qatar. On voit que aujourd'hui, il participe à l'essor du frérisme, notamment en Europe et en France particulièrement, alors qu'en parallèle, ces mêmes frères musulmans sont clairement interdits. Ça, je pense qu'on peut le rappeler pour nos auditeurs. Interdits en Égypte, en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, aux Émirats Arabes Unis, mais aussi en Syrie, dans la Syrie de Bachar el-Assad. Et ils sont également écartés, là, pas forcément interdits, mais écartés tout de même, au Maghreb, en Tunisie, au Maroc et en Jordanie. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est cette confrérie des frères musulmans qui est finalement chassée, purgée dans les autres pays, notamment arabes, tout au long du siècle dernier, est autorisée, complètement autorisée. En France, c'est quand même assez paradoxal. Mais vous dites ce que je ne cesse de dire, comme d'autres de mes frères et consoeurs, depuis près de 30 ans. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont pourchassés, interdits dans un certain nombre de pays en fait arabes, de pays musulmans donc, et nous, ils ouvrent des associations loi 1901, si vous voulez, comme on ouvre une association, un club de pétanque. C'est quand même embêtant. Est-ce que c'est la loi séparatiste qui est pas assez dure, ou est-ce que franchement on a des œillères? Non, mais la loi séparatiste, pardonnez-moi, mais les frères musulmans, ils n'ont jamais eu l'intention de se séparer de quoi que ce soit. Ils veulent conquérir. Il faut lire leurs textes aussi. C'est ça qui est important. Et c'est intéressant d'ailleurs, quand vous parlez de séparatisme. Lorsqu'il y a eu cette commission, c'était une commission sur l'islam radical qui devait probablement donner lieu à une loi sur l'islamisme ou sur l'islam radical. C'est devenu loi sur le séparatisme. Il n'y a pas de séparatisme chez les islamistes. Il y a un projet de conquête. D'accord, c'est pas moi qui lis, il suffit de lire leurs textes ou d'aller discuter avec eux. Et je pense qu'on a un certain nombre de grands reporters à les rencontrer régulièrement pour être sûr de notre fait. Il y a un projet de conquête. Voilà. C'est d'ailleurs le projet des frères musulmans qui dit partout où il y a un musulman, d'accord, la charia, pardon, doit s'imposer. Ok, donc c'est imposer l'islam partout où il y a un musulman. Ok, ça s'appelle pas un projet de séparatisme, c'est un projet de conquête, très clairement. Le fait est que aujourd'hui, je pense qu'à part certains, on n'a pas pris beaucoup conscience de ça. Je pense qu'encore une fois, on ne veut pas y croire. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Ça vous semble peut-être naïf, ce que je dis, mais depuis 25 ans que je travaille sur le dossier, vous l'avez rappelé, pour des très grands médias. Moi, je vois globalement, à part des gens comme Jacqueline Eustache-Brinio, encore une fois, à laquelle je rends vraiment hommage, il n'y a pas grand monde qui veut y croire. Et puis surtout, de toute façon, c'est pas sexy électoralement, si vous voulez, c'est pas porteur d'aller faire ça, d'aller combattre ça. Dans un moment où la gauche, c'est quand même parfois un peu compromise avec ces gens-là, tous les gens... Moi, écoutez, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, qui, je crois, en 2015,
a décidé d'interdire le halal dans les cantines des écoles de la ville. A raison. Mais il a été attaqué, traité d'islamophobe. Je le connais, c'est un type formidable qui s'est beaucoup mobilisé pour l'Iran, pour les femmes en Iran. Je peux vous garantir qu'il a une passion pour l'Orient. Vous voyez, dès qu'un maire ou un élu fait quelque chose, de toute façon, tout de suite, il est attaqué. Et quand je dis il est attaqué, il a été attaqué systématiquement par les mêmes. Et c'était les gens de gauche ou d'extrême gauche. Alors pas tous, mais majoritairement, qui en ont fait en fait qui ont voulu les nazifier, si vous voulez, en permanence. Est-ce que vous serez particulièrement justement attentif maintenant que la droite entre guillemets est au pouvoir, même si certains parlent d'une continuité, il y a ce risque évidemment avec la politique d'Emmanuel Macron, mais avec ce gouvernement Barnier, est-ce que vous serez justement aux aguets de leur prise en main du problème et de leur lutte contre l'islam radical et notamment le frérisme? Écoutez, alors moi, pour vous dire la vérité, je fais pas de politique par définition. Encore une fois, je ne suis que grand reporter, que journaliste, donc mon métier consiste à rappeler les choses. Voilà, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, quand on a appris la nomination de Michel Barnier, évidemment, j'ai fait un petit texte à son attention pour rappeler que c'était un dossier qui était essentiel. Le hasard a voulu d'ailleurs que ce soir-là, j'échange avec le maire de Châlons, dont Gilles vous Platré. Voilà, Gilles Platré, qui aujourd'hui, je crois, aimerait que soit mis en place une commission, si vous voulez, interministérielle sur la problématique en fait de l'islamisme. Il a raison parce que ça touche tous les secteurs. Je pense qu'il faut écouter en fait des élus de terrain en fait comme lui parce que les autres n'ont pas brillé. Après, concrètement, je ne sais pas du tout. Je trouve que Michel Barnier est très bien, que c'est un monsieur très bien, mais voilà, concrètement, va-t-il avoir les coups des franches? Va-t-il se libérer, si vous voulez, de cette prise d'otage qui a été mise en place, incarnée par la gauche et l'extrême gauche, pour s'attaquer à ce problème-là? Vous savez, pour qu'un Premier ministre décide de faire les choses, il faut vraiment qu'il ait conscience que la situation est extrêmement grave. Je vous dis pas ça pour faire des effets de manche, c'est parce que c'est une réalité. La situation en France, comme en Europe, elle est extrêmement grave. Et j'enquête beaucoup, notamment sur la République islamique d'Iran. C'est mon sujet ces dernières années, un peu de prédilection, puisque je suis d'origine iranienne. Il y a un niveau, comment dire, d'infiltration, d'entrisme. Vous disiez des frères musulmans, bien sûr, mais aussi des groupes islamistes liés à la République islamique d'Iran, qui est extrêmement inquiétant aujourd'hui. Et est-ce qu'on voit qu'il y a une action, par exemple, chez nos voisins européens et qui peut porter du fruit et qui peut nous inspirer? Écoutez, oui, il y a des prises de conscience. En Allemagne, on voit qu'en ce moment, ils sont en train de se rendre compte, ils ont viré énormément, comment dire, de ressortissants iraniens, notamment en fait des prédicateurs de mosquées en fait chiites. Et pour cause, ils ont bien raison. Ce sont des gens qui travaillaient pour les services secrets iraniens, pour la force Al-Quds dont je parlais. Mais il faut bien imaginer que les services secrets iraniens, ils opèrent pas qu'en Allemagne, ils opèrent aussi en France. Vous avez au début du mois de juillet un dénommé Bachir Biazar, qui est un Iranien qui vivait à Dijon, en Bourgogne, qui a été expulsé. C'est là que nos services secrets d'ailleurs font très très bien leur boulot. Alors il est expulsé pourquoi ce Bachir Biazar? Pas simplement parce qu'il était un agent infiltré de la force Al-Quds dont je vous parlais. Parce que la force Al-Quds, elle fait de la guerre asymétrique, du terrorisme, mais elle fait aussi de l'infiltration et de l'ingérence. Et sa mission de ce monsieur, c'était bien sûr de surveiller des opposants iraniens, mais aussi de faire de l'infiltration dans les milieux d'extrême gauche, dans les universités. Et alors, on peut penser à d'autres pays. Je pense notamment à l'Autriche qui, je crois, a interdit sur leur territoire les frères musulmans. Vous avez raison. C'est un exemple qu'on a donné en fait à plusieurs reprises, mais en revanche, on a rarement été entendu parce que dès lors que l'on parle de l'Autriche, à l'époque, quand cette décision a été prise, on nous répondait oui, mais c'est un mec d'extrême droite. Sauf que c'est pas le sujet aujourd'hui. Si vous voulez, il y a une capacité en France à nazifier tous les gens qui veulent lutter contre l'islamisme qui est effrayante. Vous voyez bien, je suis d'origine iranienne. Comment dire, mon cerveau est partagé en deux, si vous voulez, entre la culture orientale et la culture occidentale, même si je me sens avant tout français. Je n'ai pas de sujet sur le fait que des gens puissent être musulmans. Il y a un vrai sujet sur l'islamisme et il faut l'interdire. Il faut l'interdire en France comme dans toutes les démocraties, parce que si on ne le fait pas, la démocratie sera mise à mal. C'est exactement, je peux vous le dire, puisque je discute régulièrement avec l'Iran, c'est exactement ce que pensent aujourd'hui des responsables politiques qui entourent le guide suprême Ali Khamenei, qui considèrent que nos démocraties sont devenues extrêmement faibles et que donc c'est le moment ou jamais
de les fracturer. Et certains disent qu'il est quasiment impossible d'interdire les frères musulmans du fait qu'ils soient justement dans cette technique cachée, sournoise, et donc que leurs prédicateurs ne sont pas tellement connus. Est-ce que là-dessus, il y a effectivement cette faille? Non, écoutez, moi je suis pas d'accord avec ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est un certain nombre de journalistes à avoir publié des reportages, écrit des livres, fait des documentaires, en donnant des noms de prédicateurs, en donnant des noms d'écoles ou de centres culturels ou cultuels qui étaient liés aux frères musulmans. Donc tout le monde les connaît, nos services de renseignement les connaissent. Non, c'est le pouvoir politique en France, encore une fois, de mon point de vue, encore une fois, je suis pas un spécialiste des services de renseignement, mais en revanche, de ce que j'ai pu constater, ils sont extrêmement performants en France. C'est juste que le politique ne les écoute pas sur ces questions-là, pour les raisons que je vous disais. Dans ce que je constate, moi, il y a eu beaucoup d'électoralisme, mais ça a beaucoup touché, c'est une réalité, je ne le dis pas pour prendre un parti, c'est juste que ça a beaucoup plus touché la gauche que la droite. Une fois qu'on a fait le constat, Emmanuel Razavi, une fois qu'on a mis tout ça, évidemment, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas homme politique, mais alors qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Qu'est-ce que vous leur diriez? Une fois qu'on sait qu'il y a cette gangrène et qu'on en connaît les tenants aboutissants et surtout les graves conséquences, qu'est-ce qu'on pourrait faire très, très concrètement? Il nous reste 3 minutes, si jamais vous pouviez évoquer pour nos auditeurs des points. Déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de mosquées qui sont infiltrées, en fait, soit par les salafis, soit par les frères musulmans. Elles sont relativement identifiées par nos services en France. Moi, je pense qu'il faut les fermer de façon claire, voilà, et laisser, ou alors faire en sorte qu'elles soient mises aux mains de gens qui sont d'imams compatibles avec la République et la laïcité. Je pense que tous ceux qui n'ont pas la nationalité française, parmi ces prédicateurs fréristes, il y en a un certain nombre qui sont, par exemple, tunisiens, d'accord? Il faut les renvoyer chez eux. On ne peut pas se permettre le luxe aujourd'hui de garder sur notre territoire des gens qui portent un discours fondamentaliste islamiste, voire qui cautionnent d'une certaine manière le terrorisme islamiste. Et je peux vous garantir que, encore une fois, je ne suis pas homme politique, je ne suis pas législateur, mais j'ai vu, moi, sur le terrain, ce qu'ils ont fait. Les frères musulmans, pendant le printemps égyptien, je les ai vus tuer sous mes yeux. Je ne l'ai pas vu à la télévision, j'y étais. Dans d'autres pays, pareil. Alors, si on veut avoir en France ce qui s'est passé en Égypte il y a 10 ans, continuons comme ça, on est à peu près certain que ça arrivera. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, je le dis d'un mot, mais il y a le problème de la drogue. Une partie de ces réseaux terroristes islamistes sont financés par le deal. Donc c'est notamment l'un des points dont on devrait s'attaquer, par exemple. C'est une évidence, bien sûr. J'en parle dans mon livre. La face cachée des mollahs, la moitié du livre est concernée quasiment au trafic de drogue, notamment du Captagon, qui est fabriqué pour partie en Syrie et qui est exporté par le Hezbollah et les gardiens de la Révolution dans plein de pays du monde, Proche, Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Cette drogue, elle tue parfois nos jeunes. Je vous rappelle que Khomeini, dans les années 70, disait qu'il fallait utiliser la drogue et l'exporter en Europe pour tuer la jeunesse européenne. Donc c'est vraiment devenu une arme contre les Européens. Exactement, je ne vous le fais pas dire. Et vous voyez, quand moi, j'écris La face cachée des mollahs, je détaille les routes de la drogue, les routes du blanchiment d'argent liées à la drogue qui permettent aux gardiens de la Révolution de se financer. Ça n'a pas fait plus de scandales que ça, parce qu'aujourd'hui on a pris l'habitude finalement de laisser passer ces trucs-là. Or, c'est une menace existentielle. Je le dis moi très sincèrement parce que j'en suis convaincu. C'est une menace existentielle pour nos démocraties. Je pense qu'on pourrait y accorder évidemment plus de temps sur vraiment les enjeux de la drogue et du terrorisme dans une prochaine émission. Emmanuel Razavi, je vous remercie. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. C'était bien trop rapide. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes grand reporter. Vous avez couvert évidemment plusieurs conflits au Moyen-Orient et dernièrement vous publiez justement La face cachée des mollahs. C'était aux éditions du CERF. J'invite nos auditeurs à se le procurer si le sujet les passionne autant que nous. En tout cas, merci encore d'être venu ce matin sur notre antenne.